Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, dans Et si on parlait de sport, on se met à l'heure du football mondial avec une chronique spéciale Coupe du Monde de football, une série événements signée Et si on parlait de sport en partenariat avec la Ligue et les 12 districts de football d'Occitanie, que nous remercions pour leur engagement à nos côtés. Au fil des épisodes, nous allons vous faire voyager à travers le temps, revivre les grands moments, les exploits et les légendes et comprendre comment cette compétition est devenue l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. De 1930 en Uruguay jusqu'en 2026 aux États-Unis, c'est toute l'histoire de la Coupe du Monde que nous allons vous raconter. Et pour cela, nous serons accompagnés de chroniqueurs exceptionnels, passionnés et spécialistes qui viendront partager avec vous leur regard et leur analyse. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette formidable aventure de la Coupe du Monde de football. 2018, la deuxième étoile des Bleus. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers l'histoire de la Coupe du Monde de football avec une édition qui restera à jamais gravée dans le cœur des Français, la Coupe du Monde 2018 en Russie. 20 ans après le sacre de 1998, l'équipe de France va retrouver les sommets du football mondial et décrocher une deuxième étoile au terme d'une aventure exceptionnelle. Pour nous accompagner, nous accueillons Pierre Bourdège, qui est le président du district Aveyron et membre de la Ligue Occitanie de football. Bonjour Pierre. Bonjour. Quelques mots sur le district avant de démarrer sur la Coupe du Monde. Et donc Pierre Bourdet, il est président du district de football de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est une terre de football parce que nous avons 12 500 licenciés. Ceci depuis à peu près 20 ans, c'est-à-dire que ça bouge pas et c'est très bien parce qu'on est dans un territoire très rural. Et il y a quelque chose, il y a un chiffre que j'aime bien et je me permets de le citer, c'est le fait que pour essayer de comparer un petit peu les districts suivant leur importance, on peut pas comparer effectivement un district qui a une ville comme Toulouse et une population de plus de 1 million d'habitants à un territoire comme le nôtre avec 279 000 habitants. Donc c'est le rapport entre le nombre de licenciés et le nombre d'habitants. Et là, le district d'Aveyron est premier au niveau de l'Occitanie avec 4,24% de pratiquants de football. Voilà. J'aime bien le citer parce que ça nous met en position de force, mais c'est une réalité. Et je dirais que, à côté de ce qui ne connaît pas ou qui n'a pas entendu parler de Rodez Aveyron Football, une équipe de Ligue 2 dans un département rural, c'est déjà exceptionnel et qui a fait un joli parcours cette saison puisqu'ils sont arrivés jusqu'au barrage en étant éliminés simplement par Saint-Étienne au deuxième barrage. Voilà, donc le football est le sport roi de l'Aveyron. Le deuxième sport n'a que 5 000 licenciés, donc tu vois, par rapport à nos 12 500 licenciés, voilà, on est 2 fois plus et demi plus nombreux que le deuxième sport. Et après, le plus important, c'est d'essayer d'offrir une pratique à la fois de compétition, mais aussi entre guillemets de loisirs, c'est-à-dire essayer de permettre à toutes et à tous de pratiquer le football. Et quelque chose dont aussi nous sommes fiers au niveau du district d'Aveyron, c'est qu'on est un district très féminisé, entre guillemets, dans le sens où il y a plus de 27 équipes féminines à 11, donc ça aussi c'est très bien. Voilà, donc beaucoup de foot à l'école, un 4e au niveau national à pratiquer cet objectif de la fédération de développer la pratique du foot à l'école, enfin le fait d'aller voir dans les écoles et de permettre une sensibilisation du sport et en particulier du football dans les écoles. Voilà, c'est un district qui bouge beaucoup. Et puis je terminerai par notre navire amiral qui est la finale de la Coupe de l'Aveyron Groupama qui se déroule dans le stade donc mythique de Rodez, le stade de l'équipe Ligue 2, et où on attire environ entre 3 000 et 4 000 personnes lors de cette finale féminine et masculine. Cette année, se déroule le 30 mai, il y a eu 3 700 personnes au total, donc c'est inégalé, je pense, dans toute la France. Un stade mythique avec des finales de Coupe d'Aveyron que tous les clubs rêvent de jouer un jour dans ce stade mythique, voilà. Voilà un petit peu notre... Eh bien, Pierre, on sent la passion, Pierre. On sent la passion. Alors, moi, je vais te prendre la balle, puisqu'on vient de faire cette passion de cette coupe dont tu viens de nous parler, coupe régionale. On va passer dans cette belle Coupe du Monde où on va aussi raconter une très belle histoire. Cette histoire de la Coupe du Monde 2018. Pierre, quand on évoque cette Coupe du Monde 2018, quelle est la première image qui te vient à l'esprit? J'en ai plusieurs, mais j'en ai une quand même très précise. C'est cette énorme pluie, cette énorme
orage qui fait quand on remet la coupe du monde à l'équipe. Je trouve ça c'était fabuleux. Tout le monde était mouillé, mais tout le monde était tellement heureux. Des deux présidents à l'époque, puisque il y avait déjà les deux mêmes présidents qu'aujourd'hui pour la Russie et pour la France. Donc Monsieur Poutine et Monsieur Macron, et qui donnent les médailles sous une pluie battante. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, il y a plein d'images de cette coupe parce qu'elle était extraordinaire. Et surtout, elle était extraordinaire parce que on n'avait pas la possibilité de penser qu'on pouvait décrocher la deuxième étoile. Voilà. Avant de parler de ces bleus, on va en parler un petit peu. On va commencer sur cette coupe qui réserve de nombreuses surprises, si tu te souviens bien. Oui, je me rappelle que quelques équipes favorites par les Bluemakers, je sais pas si le poulpe il marchait déjà, mais je me rappelle de l'Allemagne, je me rappelle de l'Espagne, je me rappelle l'Argentine. Enfin voilà, il y avait l'Argentine devait être au sommet avec Messi qui était au sommet de son art, qui venait de remporter plusieurs titres de meilleur joueur et de ballon d'or. Donc voilà, il y avait des équipes qui à mon avis étaient supérieures sur le papier au moins à notre équipe de France et qui était, je dirais, dans les favoris, dans les grands favoris. Et ces équipes-là, alors j'oublie le Brésil, mais le Brésil effectivement, alors je me souviens plus à quel moment il a coulé, mais il a pas fait une belle coupe du monde de 2018. Voilà. Les équipes que tu viens de nommer ont eu des difficultés justement, que ce soit l'Allemagne qui était une championne du monde, qui a difficulté à rentrer dans cette compétition, et ça a profité, comme on dit, à certaines nations qui étaient émergentes, et entre autres, pour citer une dont on parlera plus tard, mais la Belgique qui réalise un parcours remarquable. Oui, tout à fait. C'est vrai, il y a la Belgique avec quelques joueurs emblématiques, mais c'est vrai que nous, on y arrivait avec un statut, je dirais, d'outsider, dans les premiers outsiders, mais bon, on venait de faire, je crois, une finale de championnat d'Europe, mais avec des jeunes aussi. Bon, on en reparlera aussi tout à l'heure avec quelques jeunes qu'on connaissait moins, mais dont on savait qu'ils avaient de la graine de champion. Voilà, moi je pense que cette Coupe du Monde, on l'a abordée en fin de compte avec un groupe très uni, très solidaire. Et bon, ça c'est la marque des grands entraîneurs comme on a connu à certaines époques avec le regretté en 82 Michel Hidalgo, qui nous a apporté notre premier titre, et après Didier Deschamps qui j'allais dire tout gagné, mais qui a surtout amené cette grinta, cette gagne, cette envie de façonner un groupe collectif et tout ça. On va aller dans l'ordre un petit peu pour bien que nos auditeurs comprennent tout. Moi, je parlais de la Belgique, je te parlais aussi de la Croatie, qu'il faut quand même noter dans cette Coupe du Monde, qui a atteint la première finale de son histoire, fait partie de ces équipes émergentes dont je parlais tout à l'heure et qui montent au fur et à mesure de ce mondial. Alors, on va continuer à avancer dans cette histoire. Les Bleus donc arrivent avec de grandes, bien sûr, ambitions. Du côté français, l'attente est très forte depuis l'Euro 2016, perdu en finale. Tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu vois ça, toi? Comme je te dis, une Coupe du Monde, fais de compte ce que j'ai toujours pensé dans le football et dans le monde du football, et avis à ceux qui nous écoutent, c'est que tout peut se jouer sur un détail. On peut être favori, on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. En face, le gardien fait des exploits. Le poteau renvoie le ballon alors que ça pouvait rentrer, etc., etc. Et d'un match, parce que à ce niveau-là, d'une Coupe du Monde, il y a quand même plein d'équipes qui sont, je dirais, très très proches les unes des autres. Et donc, à un moment donné, voilà, à part peut-être le Brésil de la grande époque de Pelé en 70, mais derrière, quand on joue une Coupe du Monde, bien sûr qu'on a des ambitions, et la France avait des ambitions pour 2018. Je me rappelle, comme tu viens de le dire aussi, tu l'avais dit, 2016 perdu en finale. Donc, on a des joueurs qui sont émergents, qui sont très forts. Kylian Mbappé, bien sûr, mais il y en avait d'autres. Il y avait Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté, toutes ces équipes. Et Raphaël Varane, entre autres, et bien sûr Hugo Lloris qui était dans les buts dans cette équipe-là. Voilà, et je crois qu'effectivement, ce qui a été sa force, c'est sa force collective, cette espèce de complémentarité entre les joueurs, et ça, Deschamps a été toujours un expert dans ce domaine, de l'humilité, du travail, et derrière une complémentarité. On n'empile pas des vedettes, mais on empile une équipe qui va jouer au ballon et qui va être collective. Et plus on est collectif, plus on est fort.
Puis également aussi, je pense qu'elle était avec des joueurs. Hugo Lloris, tu l'as cité comme gardien de but, était sûrement, a fait sa meilleure une Coupe du Monde extraordinaire, a été un des meilleurs gardiens du monde à ce moment-là. Et la défense, ça compte aussi. Si on ne prend pas de but, même si on en marque peu, mais si on ne prend pas de but, on peut aller loin. Voilà. Le premier tour maîtrisé, la France débute face à l'Australie, si tu te souviens bien. Oui, je me rappelle le match, là je le vois là, devant mes yeux, où j'ai beaucoup grisé devant ma télé parce que je trouve qu'on n'avait pas très bien maîtrisé, puis que ça n'a pas été un match formidable, mais on a gagné. Voilà. On a la victoire 2-1, quoi. Voilà, tout à fait. C'est comme je te dis, à un moment donné. Puis bon, là aussi, pour ceux qui connaissent bien le football, on dit aussi souvent que la machine elle doit s'emballer vers la fin, c'est-à-dire que les phases de groupe, faut pas être en fin de compte en forme trop tôt, parce que il y a après toutes les phases de qualification directe, à élimination directe, et pour aller jusqu'au bout, c'est 1 mois et demi de compétition, donc il faut être physiquement au top plutôt vers la fin. Sauf qu'il ne faut pas louper le début, parce que si tu loupes le début, après, je me souviens d'une triste Coupe du Monde 2010. Voilà. Alors justement, donc les Bleus ont battu le Pérou dans la foulée, ils sont terminés premiers de leur groupe. Et on arrive à ce fameux match révélation contre l'Argentine, le 8e de finale contre l'Argentine. Oui, là, c'est le match. Alors, petite anecdote, je sais plus trop pourquoi, mais j'étais dans un aéroport à Bordeaux et j'ai regardé le match dans l'aéroport. Et donc, j'ai regardé le match dans l'aéroport et le match par excellence que tout footeux adore regarder et adore voir, surtout quand ça se termine bien, parce que effectivement, je pense qu'il y a eu un autre match contre l'Argentine qui a été aussi fabuleux, mais qui s'est mal terminé. Donc voilà. Donc celui-là, je pense que tout le monde se rappelle de la Pavard, ce but extraordinaire qui nous remet en selle. Bon, il y a tout, il y a un super match, il y a de super joueurs, il y a de l'intensité, il y a des situations, il y a Messi, le meilleur joueur du monde en face, et pourtant on a battu l'Argentine, et effectivement Kylian Mbappé à ce moment-là aussi fait un match de feu. Et il met 2 buts, 2 buts dans le match. Et se révèle comme comme un joueur qui deviendra sûrement extraordinaire. Maintenant qu'on le sait, oui, mais à l'époque, à 19 ans, chapeau. Alors après, on enchaîne sur l'équipe de France a pris confiance, on enchaîne avec les quarts de finale et on élimine l'Uruguay 2-0. Alors là, oui, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut toujours, je le répète, le football c'est une école de la vie, c'est une école de l'humilité, parce qu'on a aussi d'autres histoires avec des équipes de France qui ont perdu contre des petits, je me rappellerai toujours, alors c'est pas la Coupe du Monde 2018, mais c'est celle de 94 où on est parlé, aux États-Unis justement, et où on a perdu à la fois contre Israël et puis après contre la Bulgarie. Le match contre la Bulgarie. Voilà, mais avant la Bulgarie, il y avait eu Israël chez nous, et à cette époque-là, personne n'aurait misé sur le fait que l'Israël allait nous battre chez nous. Donc c'est pour ça, il faut tous les matchs sont importants et tous les matchs sont difficiles et tous les matchs sont dangereux. Donc du coup l'Uruguay. Petite anecdote, je me suis dit quand j'ai vu, si je me souviens bien, tu vas me confirmer ou pas, mais je pense c'est un match qu'ils ont joué dans un stade à 4e ville de Russie, c'est Yekaterinbourg. Et à Yekaterinbourg, il y a un stade avec des tribunes qui sortent du stade, un peu comme de triste mémoire Bastia là, et des espèces de tubulaires. Et moi je m'étais dit, quand j'ai vu ce stade, je me suis dit mais c'est pas possible, ça va. Bon, et il tient encore aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci, mais ça m'a fait tout drôle. Donc voilà. Et donc du coup on passe, et puis la demi-finale, je crois qu'on arrive contre la Belgique. C'est ça. Alors on arrive à ce fameux match que les Belges nous reprochent encore aujourd'hui, oui. qui était quand même un match solide de la part des Français, mais c'est un match qui est mal passé chez nos amis belges. Oui, parce que je pense que nous on a, c'est assez impressionnant parce que notre politique de club a jamais amené à gagner d'énormes titres avec les clubs. Ça commence à changer en ce moment, mais par contre, on a toujours eu une formation, comme on dit à la française, qui est assez exceptionnelle et qui produit de très bons joueurs qui vont après jouer dans les plus grands clubs. Et on a la chance donc d'avoir quand même à travers maintenant depuis quelques années, enfin depuis plus de 20 ans, des équipes de France relativement compétitives. Je pense que les Belges, eux, ils avaient une équipe extraordinaire et avec
avec l'idée que peut-être il retrouverait pas un tel niveau de longtemps. Et donc du coup pour eux c'était la finale, enfin c'était l'année ou jamais, j'allais dire comme on dit, avec ce groupe-là. Et effectivement, je pense que en plus ils perdent 1-0, un but. Tiens, hier il était au commentaire Samuel Umtiti. Mardi, il était au commentaire du match là, sur M6. Et donc du coup, voilà, on gagne. Je sais pas si on gagne logiquement, mais on gagne. On gagne tactiquement, parce que d'après, si on se souvient bien, c'est vrai qu'il y a une tactique et Deschamps avait senti comment travailler, comment un peu maîtriser ces Belges, et finalement, c'est une tactique qui est payante, qui n'a pas plu, parce que là, c'était vraiment très défensif, mais finalement, c'était payant, puisqu'il y a eu le seul but de marquer, c'est celui d'Umtiti, quoi, justement. Ouais, tout à fait. C'est là où on retrouve l'efficacité de l'entraîneur tacticien qui sait analyser ses adversaires. Voilà, on joue aussi avec les forces de notre équipe, mais aussi avec les faiblesses potentielles ou les forces potentielles de l'adversaire, et de s'adapter à ces forces et faiblesses. Et les Belges, effectivement, ont été pris, je dirais, par la solidité défensive des Bleus, et une équipe défensive. Et puis il fallait marquer un but, ils ont marqué un but, ils n'en ont pas pris, et on est passé en finale. Et tant mieux pour nous. Et donc justement, tu viens de le dire, on arrive en finale, c'est le 15 juillet 2018, on se resitue, on est à Moscou, France-Croatie. Comment débute cette finale ? Je m'étais dit, tiens, comment je vais faire pour la regarder. J'avais vu une autre finale qu'on avait perdue, et donc du coup, je m'étais dit, celle-là, je vais l'avoir regardée tranquillement. Et j'avais pas voulu faire des fusions, pas voulu aller dans des pubs ou des fan zones. Donc j'étais tout seul chez moi, tranquille, pour pas être, je vais te raconter après une petite anecdote. Et donc du coup, voilà, bien confiant, parce que voilà, le nom, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une nation qui était émergente et qui restait à un très bon niveau, mais c'était pas le Brésil, c'était pas l'Allemagne, c'était pas l'Argentine, c'était pas l'Espagne, c'était pas des équipes qui étaient au départ favorites. Donc on se disait, elle arrive là, elle a déjà gagné sur le mondial, mais il y avait de très très bons joueurs, et donc j'avais franchement confiance, mais avec l'anxiété de dire, il y a quelque chose qui se passe mal, un mauvais geste. Enfin, voilà, moi je suis très stressé, je suis un énorme supporter de l'équipe de France, je suis très 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 bleu blanc rouge, et donc voilà, je me disais, bon, j'espère que ça va bien se passer, mais on sait jamais. Voilà, donc pas avec confiance relative. Voilà, tout à fait. Et après ça se déroule. Bon, après on a été accroché, mais Griezmann arrive à. Après, premier but de Griezmann qui voilà. Donc grâce dévié dans son propre but par Mario Mandzukic, et la Croatie réagit quand même quelques minutes plus tard, puisque Ivan Perisic égalise d'une superbe frappe, mais c'est pas terminé puisque Griezmann à nouveau redonne l'avantage sur penalty. Voilà, tout à fait. Et on rentre à la mi-temps avec cet avantage-là, et puis on se dit comment va être la deuxième mi-temps, tout ça. Puis là, on a ce fameux but de Mbappé qui permet à... D'abord, avant Mbappé, il y a à 59e minute, il y a Paul Pogba qui marque le 3e but français, si tu te souviens bien, après une superbe action collective. Il faut se souvenir de ça, parce que c'est vraiment le but qui permet de se mettre un peu à l'abri, et Mbappé, bien sûr, à la 65e, vient finir le 4e but. Mais mais c'est vrai, Paul Pogba, je l'avais zappé, et d'un but magnifique, là, je le vois devant mes yeux encore. Et puis après, Mbappé finit le travail. Et l'anecdote, c'est que même s'il y a 4-2, et même s'il restait pas très longtemps, j'ai dit, il devait rester 10 minutes, j'ai dit, je peux plus tenir chez moi. Alors, je me suis dit, pour que ça passe, parce que le temps, je le voyais pas passer. Et donc, j'ai dit, je prends la voiture, et je suis pris la voiture, et j'ai pas allumé la radio, et je suis allé faire 10 km dans un sens, 10 km retour, je promets, pour que le temps passe, sans que je vois ce match, sans que je vois, et puis je suis revenu, juste, on était dans les arrêts de jeu, il y avait toujours 4-2, et j'étais très 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 heureux, voilà. Et surtout, alors, on notera quand même sur ce match, tu as cité Kylian Mbappé, il avait que 19 ans, et il devient quand même le premier adolescent à marquer en finale de Coupe du Monde depuis Pelé, quand même une référence, en 1958, soit 60 ans plus tôt, une performance qui illustre parfaitement la précocité exceptionnelle de ce joueur, que l'on voit bien sûr aujourd'hui. C'était quand même un événement à l'époque, on voyait vraiment ce jeune joueur qui allait devenir ce que l'on sait aujourd'hui. C'était important de le souligner aussi, même si la Croatie réduit l'écart dans les dernières minutes, puisque le score final, on se le rappelle, c'était 4-2.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, à un moment donné, la classe a parlé et comme tu le dis, des gens comme Paul Pogba, ils ont été considérés comme un des meilleurs milieux de terrain du monde. Kylian Mbappé a quand même été considéré et est devenu un des meilleurs attaquants du monde. Qu'est-ce qui fait la force avec ce recul maintenant de cette équipe de France dans son, tu l'as dit, tu as dit le mot, le collectif. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui compose ce collectif et des noms qui ont marqué aussi ce moment-là? À l'exception, bien sûr, on sait qu'il y avait Mbappé, mais il y avait aussi, c'est une équipe de football, c'est pas uniquement Mbappé. Ouais, tout à fait. Je me rappelle de l'équipe de Saint-Etienne de la grande époque. Les porteurs d'eau, on disait, et aujourd'hui, 2018, c'était Kanté. Kanté, il a été découvert à cette Coupe du Monde. Il a été extraordinaire. Il y avait aussi, qui jouait sur un côté, enfin milieu de terrain, mais sur un côté, Matuidi, qui était aussi très fort. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais Benjamin Pavard, personne ne connaissait, et il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Raphaël Varane aussi, qui était derrière. Varane, qui a été aussi très très bon. Bon, Hugo Lloris, j'avais parlé au début, qui, à mon avis, a fait sa meilleure Coupe du Monde. Voilà, il y avait Olivier Giroud qui, même s'il ne marque pas, a fait un travail de folie, de remise de ballon et tout. C'était très important comme rôle, même si il y avait beaucoup d'ingratitude parce qu'il n'a pas marqué en tant qu'attaquant, mais il a fait un boulot terrible de distribution de ballon. Qui a été un joueur phénoménal aussi, avec une longévité, il joue encore, mais qui n'a pas marqué. Bon, c'est bien la preuve que c'est pas d'avoir des joueurs, je veux dire, qui jouent pour eux-mêmes tout seuls, c'est le collectif. Voilà, c'est le collectif qui fait la force d'une équipe. On l'apprend tous les jours. Bon, voilà, c'est la Coupe du Monde, on parle de la Coupe du Monde, mais la Ligue des Champions, Paris avec toutes ses stars n'a jamais gagné la Ligue des Champions, et sans ses stars, il a gagné 2 fois. Donc voilà, c'est la preuve qu'une équipe de foot, c'est un collectif. Et après, je le répète, 2018, comme 1998, et ce petit brin de chance qui accompagne les grands et les beaux parcours, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre. 2018 restera comme l'une des plus belles pages du football français. Une Coupe du Monde marquée, bien sûr, par l'éclosion de Kylian Mbappé, la solidité d'un collectif français, le leadership de Didier Deschamps. En finale, les Bleus, je le rappelle, s'imposent 4-2 face à la Croatie grâce à un but contre son camp de Mario Mandzukic, un penalty d'Antoine Griezmann et une réalisation de Paul Pogba et un but de Kylian Mbappé. 20 ans après, la génération Zidane, la France décroche sa 2e étoile et rejoint le cercle très fermé des nations double championne du monde. Merci Pierre pour cet éclairage passionnant et cette aventure exceptionnelle. Je dirais que j'avais tellement regretté en 1998 de ne pas être allé à Paris pour participer à la parade des Bleus que cette fois-là, je suis parti à 4h du matin le dimanche soir, enfin le lundi matin, je veux dire 4h du matin, par le train de Rodez pour aller à Paris accueillir les vainqueurs de la 2e étoile. Je suis revenu le soir, le train était supprimé, donc je suis revenu le lendemain, le mardi matin. J'ai fait 2 nuits, passé 2 nuits dans les trains, mais c'est pas grave. J'étais allé à Paris accueillir l'équipe de France championne du monde pour la 2e fois. Voilà. Merci en tout cas pour ce beau témoignage et cet amour du ballon. Voilà, dans notre prochaine chronique, nous partirons au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, une édition historique à bien des égards, marquée par le sacre de l'Argentine de Lionel Messi et une finale considérée comme l'une des plus belles de tous les temps. D'ici là, prenez soin de vous. C'était les chroniques spéciales de la Coupe du Monde de football signées Et si on parlait de sport en partenariat avec la Ligue Football Occitanie et les districts de football. Et comme toujours, Et si on parlait de sport ?